Merci, bonjour Mansour. Alors, dans France Caméra, on fait appel aux souvenirs de notre invité. Et pour commencer, j'aimerais vous demander quel est cet événement sportif qui s'est déroulé soit avant votre naissance, ou alors sinon cet événement auquel vous avez été associé ou que vous avez associé à un souvenir de votre famille et que vous gardez vraiment en mémoire. Alors, c'est vrai que je ne saurais vous dire avant ma naissance l'événement qui m'a marqué, mais tout de suite j'ai envie de vous dire ce match France-Brésil en quart de finale du mondial 86 au Mexique, à Guadalajara, je crois, c'est la prononciation, qui voit la victoire de la France au tir au but après une partie de match nul avec cette équipe de Michel Platini, Yannick Stopira, Joël Bat, Maxime Bossis, Jean Tigana, face à une équipe brésilienne avec des joueurs comme Edino, capitaine, Zico, Socrates, Falcao. Donc j'ai encore ce souvenir de ce match avec mon père qui m'a initié au foot, un grand fan du foot. J'ai encore en mémoire justement ce match historique. Hein, je dis bien historique parce que c'était une très belle rencontre face à l'une des meilleures équipes. Je pense qu'à cette époque, le Brésil avait déjà gagné le mondial à 3 reprises, je crois, et faisait partie déjà des nations qui comptaient dans le football mondial. Donc j'ai encore en souvenir ce match historique joué entre le Brésil et la France en 1986. Et pourquoi ce souvenir est si marquant? C'est parce que c'est le match en lui-même ou parce qu'il y avait aussi votre père et qu'il y a eu vraiment une espèce de transmission? Marquant parce qu'à cette époque, c'est vrai que j'étais jeune. Et puis mon père, on avait suivi le mondial en famille, mon père, ma mère. Il y avait eu toujours cette ambiance familiale qui m'avait vraiment plu. Mais chaque après-midi concentré, et mon père qui me parlait un peu de l'histoire de tous ces joueurs qu'il connaissait. Et vraiment, c'est des souvenirs qui sont restés, parce que non seulement c'était en famille, mais surtout que j'apprenais le football. Et je pense que c'est de là qu'est parti un amour profond pour ce sport qu'est le football. Et du coup, comment décririez-vous votre relation père-fils par rapport au sport? Alors, c'est vrai que mon père, c'est celui qui m'a initié au foot, un grand fan du foot qui, à l'époque, portait le surnom de Christian Lopez. Pour ceux qui ont connu Christian Lopez, l'ancien footballeur français. Et c'est lui, tout petit, qui m'a amené au stade, qui m'a transmis justement cet amour pour le football. Et après, j'ai eu des oncles aussi qui ont joué à des niveaux de compétition en première division au Burkina. Et mes grands-parents sont d'une famille, enfin, sont d'un quartier qui, à l'époque, a produit le maximum, un grand nombre de footballeurs burkinabé. Donc des gens comme Bebeto, voilà, et puis bien d'autres, Bebeto Mamadou Zongo, et puis bien d'autres qui sont sortis de ce quartier. Donc oui, j'ai toujours évolué dans un environnement foot. Donc on peut dire que vous avez été piqué par le virus football dans la cellule familiale. Oui, déjà très tôt. Donc à quel âge? À l'âge de 7 ans, 8 ans, déjà foot à fond, à gogo, un papa qui aimait beaucoup le foot, des oncles qui ont joué au foot. Enfin, mon environnement, enfin, tout mon univers était foot depuis le bas âge. Alors, on va passer à votre premier souvenir marquant dans le sport. Et j'ai envie de vous demander quel est ce moment vraiment particulier qui vous a procuré votre première réelle grande émotion sportive? Alors, tout de suite, je vous dirais Sénégal 92, ce match encore historique, cette finale historique entre la Côte d'Ivoire et l'équipe du Ghana. Donc, d'un côté, une équipe de Côte d'Ivoire avec Alain Guaméné, Abdoulaye Traoré Ben Badi, Diaby Sekana, Louis Ruffin, Sama Abou Dominique, Arsène Obou, Moussa Traoré et bien d'autres, Kassiko Lucien, et d'un côté Anthony Bafoué, Abedi Pelé, et puis bien d'autres joueurs ghanéens. Donc tout de suite, je dirais oui, à un âge où j'étais en mesure de comprendre pas mal de choses. Oui, j'ai été tout de suite, je dirais, impressionné. C'est vraiment un souvenir mémorable. On avait assisté justement à l'épreuve des tirs au but
entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc le match se jouait à Dakar, donc c'était à Sénégal 92. Et puis enfin cette victoire pour la toute première fois de son histoire de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, donc les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui était le plus beau dans ce match? C'était, on va dire, l'aspect tir au but? Alors ce qui était beau dans ce match, il faut déjà, pour rappel, ces deux pays frontaliers. Donc, et puis pas mal de joueurs ghanéens évoluaient à cette époque déjà en Côte d'Ivoire. Donc il y avait justement, on sentait comme une sorte de derby, donc une certaine rivalité Côte d'Ivoire, Ghana. Donc ces deux villes sont distantes, je pense, de 45 minutes à vol d'oiseau. Ensuite, il y avait eu justement en face une équipe de Côte d'Ivoire qui arrivait justement à ce niveau de la compétition, donc qui était surexcitée et qui voyait l'occasion unique de gagner pour la toute première fois cette Coupe d'Afrique. Donc il y avait beaucoup de tension autour de ce match, mais aussi on a vu 90 minutes et 120 minutes, mais vraiment très difficile pour les deux équipes. Et ensuite, il y a eu la première partie des tirs au but, toujours à égalité. Et c'est dans la deuxième phase des tirs au but que sur ce penalty manqué par Anthony Bafoué, que la Côte d'Ivoire justement remporte donc sa toute première CAN. Donc on a vu un match avec beaucoup de suspense tout au long justement de ce match. Et comment vous l'avez vécu ce match, vous, particulièrement? Ah oui, mais à l'époque, tout petit, la relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire est une relation aussi de par l'histoire forte. Donc naturellement, on avait tout de suite ce penchant pour la Côte d'Ivoire. Et on sentait partout en ville que le Burkina Faso attendait justement cette victoire des éléphants. Donc c'était vraiment ça a été avec beaucoup de joie. Et aussi, un an avant, donc en 91, j'avais fait la connaissance de pas mal de footballeurs ivoiriens à l'époque qui venaient régulièrement au Burkina Faso. J'étais tout petit, donc je m'étais lié d'amitié avec des gens comme Aka Kwame Basile et qui était à l'époque justement un de mes joueurs préférés. Donc il y avait effectivement cette connexion qui naturellement nous poussait à supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. On peut dire que vous avez célébré le titre comme si le Burkina l'avait gagné. Ah ben oui, de toute façon, comme je le disais tantôt, de par l'histoire, c'est deux pays qui sont assez liés. Donc oui, on a senti cette victoire comme celle justement du peuple burkinabé. Et ensuite, il y a aussi le sacre de 2015 des éléphants. Là aussi, j'imagine une joie pour vous. Oui, en 2015, la Côte d'Ivoire attendait justement cette victoire depuis celle de Sénégal 92, je pense, soit 21 ans après. Et puis je pense qu'elle est arrivée naturellement avec des joueurs comme Kolo Touré en fin de carrière, Yaya Touré, qui ont su, à mon sens, porter et puis surtout aussi préciser la présence d'Hervé Renard qui est arrivé et qui avait connu des moments difficiles avec l'équipe et puis qui est arrivé justement à mettre en place une équipe, à lui redonner confiance. Ça a aussi coïncidé avec l'arrivée de joueurs qui allaient se révéler plus tard comme Eric Bailly, Wilfried Canon. Je pense qu'ils ont su saisir l'opportunité de cette CAN à Malabo pour justement offrir un deuxième sacre à la Côte d'Ivoire. Surtout qu'en 2015, on les attend beaucoup moins. Pardon? On les attend beaucoup moins en 2015. Oui, on les attend en 2015 beaucoup moins parce que des éditions passées, on avait tant d'espoir placé justement à cette équipe qui avait déjà des gens comme Didier Drogba, qui avait des personnes comme des joueurs comme Zokora et des noms vraiment, des joueurs vraiment de qualité. Et elle avait échoué à plusieurs reprises, que ce soit en Égypte, et puis que ce soit en Angola, que ce soit, je crois aussi, en Afrique du Sud, au Gabon. Oui, cette génération qu'on considère comme la génération dorée du football ivoirien
avec ces grands noms, n'avait pas eu autant de succès. Mais très souvent, le succès vient à des moments bien précis. Donc on va considérer que cette génération préparait en fait en réalité ce succès de 2015. Alors maintenant, on va parler du présent, parce que tout à l'heure on était dans le passé, beaucoup de souvenirs et de flashbacks. Et si vous nous parlez de cet événement auquel vous avez été associé en tant qu'acteur ou spectateur? Alors, le tout premier événement auquel j'ai été associé remonte à 2008, à l'époque au Burkina Faso. Donc, la fondation de la première dame du nom de Kimi. Donc, on avait initié un projet de match de gala caritatif qui avait réuni pas mal de célébrités, des gens comme des personnalités comme Samuel Eto'o, Abedi Pelé, Cyril Domoro, Adebayor, Idriss Kameni, Alexandre Song, Achille Mana. On avait ce jour un stade plein à craquer. Toute la population burkinabé était sortie. J'avais ressenti une grosse fierté, d'autant plus que c'était un projet que j'avais initié et j'avais fortement été soutenu justement dans ce projet qui mettait en lumière justement cette association à l'époque et pour un but humanitaire, donc une cause noble. On avait mobilisé pas mal de monde et je me rappelle que c'est à cette époque que Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, arrivait et on va considérer que c'est à partir justement de ce match de gala à Ouagadougou au stade du 4 août qu'il y a eu ce gros déclic et que de cette période jusqu'à aujourd'hui, de par ses résultats, le Burkina s'est repositionné justement au plan africain. Voilà. Footballistiquement parlant. Exact. Mais vous aussi, par contre, c'est peut-être qu'à ce moment-là qu'a fleuri l'idée de la nuit du football africain, non? Effectivement, j'avais cette idée depuis très longtemps et il fallait la mûrir. Il fallait aussi s'impliquer sur des projets préalables comme Kimi Football et qui, c'est vrai, à partir de cet événement, oui, j'ai eu beaucoup plus j'ai pu mener de belles réflexions, d'où effectivement l'initiative de cet événement qu'est la nuit du football africain. Et justement, on va parler un peu plus de la nuit du football africain. Comment s'est passée la première édition? Il paraît qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en l'événement. Alors, entre le temps où on mûrit l'idée de faire un événement africain ou panafricain qui pourrait réunir hors terrain, je dirais, les différents acteurs du football africain, donc baptisé aujourd'hui la nuit du football africain, pas beaucoup de gens croyaient à cet événement. Pourquoi d'après vous? Non, parce qu'on voit des jeunes sortir peut-être de nulle part. Bon, pas qu'on sort de nulle part, parce que j'avais déjà, je pense, pas mal d'amitié dans le monde du foot. J'avais déjà réalisé des choses. C'est vrai que je venais de m'installer en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ne me connaissaient pas, ne savaient peut-être pas les possibilités, les acquaintances ou peut-être des relations que je pouvais avoir avec quelques acteurs du football. Et donc quand on initie ce projet, tout de suite, on le trouve grand, on le trouve gros, mais surtout on le trouve trop rêveur. Voilà. Donc on savait un peu la tâche qui nous attendait. Et ça, c'est quoi? C'est du pessimisme par rapport au projet? Écoutez, c'est vrai qu'il est toujours difficile quand on lance ce genre de projet tout de suite de trouver des gens qui y croient. Ça, il faut l'accepter. Il n'y a que vous qui pouvez croire justement en ce que vous faites. Voilà. Et pas mal de personnes croyaient. Et c'était tant mieux parce que on allait, nous, on avait, je pense qu'on s'était décidé justement face à cette réticence de quelques personnes justement d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et puis, chemin faisant, on a pu bénéficier du soutien justement de certaines autorités politiques en Côte d'Ivoire qui ont salué l'initiative. Et puis pour une première édition, je pense que nous avons créé la surprise en réunissant
des personnalités, de fortes personnalités du football africain et mondial. Et puis ensuite, en invitant des personnes qui, avec le temps, allaient justement aussi marquer, je dirais, l'histoire du football africain. Et surtout que depuis la première édition, la Nuit du football africain, elle a bien grandi. Hein. Oui, elle fait son bonhomme de chemin, année après année, difficulté après difficulté. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est comment, avec autant de difficultés, ces jeunes gens arrivent chaque an justement à tenir leur pari d'organiser cet événement. Ben, on sait que le temps finira justement par remettre les choses à leur place. Pour l'instant, on est engagé à fond sur ce projet et nous pensons sincèrement que c'est un projet qui a tout son sens dans le paysage footballistique africain. Il est monté avec un but précis qui est encore une fois de plus de faire prendre conscience justement à nos légendes qu'ils sont considérés comme des ambassadeurs, qu'ils ont eu des carrières pleines, qu'ils ont été des icônes pour tout un continent et que aussi faire comprendre à notre continent que ceux qui méritent justement d'être salués, qu'on les célèbre tous ensemble et puis surtout engager ces footballeurs aussi sur des véritables causes de notre continent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de reconnaissance sur le continent africain? Absolument. Absolument, je pense que j'en suis l'exemple de quelqu'un qui essaie de faire quelque chose pour mon continent, mais qui n'est pas bien compris, qui est buté à des difficultés, à des problèmes de personnes. Et puis, je trouve que ce n'est pas un bon héritage. Il faut amener les Africains justement à accepter de rendre à César ce qui est à César. Vous savez, de par ce manque d'un certain manque de reconnaissance, c'est de là que naissent les frustrations, des déceptions. Et ensuite, j'ai vu pas mal d'Africains se dire l'Afrique, on n'en peut plus, c'est difficile, on n'est pas solidaire. Et je trouve que c'est dommage parce que l'Afrique a beaucoup de talent, l'Afrique a beaucoup de potentialités, l'Afrique a beaucoup de choses à revendre et il est important que les Africains se soutiennent. Il est important que les Africains soient solidaires les uns envers les autres, que personne ne se tire la couverture. Et je pense qu'il n'y a qu'à ces conditions que l'Afrique pourra montrer justement une autre image. Et pour l'avenir, comment voyez-vous cet événement qu'est la Nuit du football africain? Écoutez, on continue de se battre justement pour produire cet événement. On vient de reporter une 6e édition sans doute au mois de septembre. Et encore, on continue de tout donner et d'amener justement ceux qui sont jusque-là sceptiques, de les amener à comprendre le bien fondé justement d'un tel événement footballistique. Et maintenant, après tout ça, quelle est l'actualité d'Yves Sawadogo? Mon actualité, je suis réinstallé à Paris depuis quelques mois. Je viens d'ouvrir Foot Media Event, un cabinet de conseil et de lobbying dans le domaine du sport, du football, avec pas mal de beaux projets. Et donc ce cabinet aussi qui devient désormais le cabinet producteur justement de la Nuit du football africain. Donc avec de belles perspectives. Et quel est l'objectif de ce cabinet? L'objectif de ce cabinet est encore justement de proposer des services qui tournent autour du football à une clientèle de footballeurs africains et surtout de vendre une certaine expertise qui répond à un besoin véritable. Ce cabinet va faire de l'intermédiation immobilière, du conseil, du lobbying. Ce cabinet est un cabinet spécialisé dans le monde dans le football africain. Et il est censé véritablement répondre à pas mal de besoins dont nos footballeurs ont besoin. Exact. Est-ce que c'est votre groupe pour la politique qui vous a un petit peu entraîné dans ce chemin du lobbying? Alors très tôt, j'ai côtoyé un milieu politique. Très tôt, à l'âge de 9 ans, je voyais quasiment toutes les semaines Thomas Sankara qui venait justement dans une famille voisine à la nôtre. Il avait monté une équipe, enfin pas une équipe, j'ai tellement ce foot en tête. Il avait monté un groupe justement de femmes donc, qui faisaient de la musique et de jeunes garçons aussi. Et des jeunes justement du groupe qu'il avait monté, les petits chanteurs au point levé. J'avais été à l'école avec la plupart de ces gens-là. Donc très tôt, j'ai
effectivement côtoyé justement Thomas Sankara. Et puis c'est de là qu'est parti justement ce truc pour la politique. Ensuite, j'habitais avec mes parents, mon père qui était militaire, dans une cité d'officiers. Et à l'époque, cette cité d'officiers, on avait pour voisin justement toute, je dirais, l'armée, la haute hiérarchie justement de l'armée burkinabé. Et j'ai eu effectivement très tôt un contact avec le monde politique. Et aujourd'hui, je continue de côtoyer pas mal d'hommes politiques, pas mal d'amis qui font de la politique. Et je me suis surtout rendu compte que le foot et la politique étaient deux milieux parallèles. Et puis, je ne suis pas, je dirais, je ne fais pas partie d'un parti politique, mais c'est vrai que je suis très porté et très attentif sur l'actualité politique, surtout du continent africain. Alors, vous avez comme philosophie de ne pas voir la vie de façon linéaire et surtout de toujours travailler pour planifier vos actions. Alors moi, j'ai envie de vous demander quel est le plan ou quel est le projet d'Yves Sawadogo à moyen terme? À moyen terme? Ouais. Mon projet à moyen terme, c'est d'arriver à mettre en place, travailler sur ma structure. Au quotidien, beaucoup de boulot. Voilà, c'est toute mon actualité, focus sur un projet qui, encore une fois de plus, a tout son sens. C'est de me disposer à apporter ce que je peux apporter à mes jeunes frères au monde du football et aussi à l'Afrique, à travers mes activités. Mais surtout de m'engager et de bien faire ce que je sais faire. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Yves pour cet entretien. Merci Mansour.